Et donc on termine avec ce qui est une tradition. Une tradition. C'est un peu l'épiphanie du business, tu vois, Olivier, voilà, les boulangers ont la galette des rois et des remises sur la facture d'énergie. Nous, on n'a pas de remise sur la facture d'énergie, mais on a Olivier Van Stock, on a Gilles Bayer, et on Bonjour, a donc... ça va, Olivier? Ça va très bien. Et on a donc l'étude sur les acheteurs et sur les achats. Alors, on va en parler. Pourquoi? Est-ce que, je ne sais pas depuis combien de temps tu fais cette étude, Olivier? On est sur la 14e édition de l'étude Agile Bayer CNA. Et nous-mêmes, on doit se parler ensemble depuis à peu près 7 ou 8 ans. C'est-à-dire le temps qu'il m'a fallu pour comprendre les entreprises. Et pour comprendre que la fonction achat, ça avait quand même tout son sens au cœur des entreprises. Mais c'est un des sujets avec lequel on finira. Les acheteurs ont la conviction qu'ils ont renforcé d'ailleurs leur position... qui sont en train en ce moment de renforcer leur position au sein de l'entreprise. Mais moi, je veux démarrer avec un truc, alors, voilà. Je veux démarrer avec ce qui est pour moi le chiffre, c'est pas pour toi, le chiffre le plus intéressant, tout secteur ou tout service confondu, dans l'ensemble de ton étude. Donc alors, étude réalisée, c'est novembre-décembre, c'est ça, Olivier, et c'est 900 acheteurs ou 900 services achats, direction achat 900 acheteurs, responsables achats, directeurs achats, tout à fait. De toute taille, et ils sont heureux au boulot. Et oui. Attends, on va voir le slide. C'est même dans des proportions très spectaculaires. Hein. 82% des acheteurs, responsables achats, directeurs achats disent qu'ils sont heureux dans leur boulot. Et en fait, tu as commencé par ça, mais il y a un lien. Ils sont sur le devant de la scène. Aujourd'hui, il y a un nombre de problèmes qui reviennent vers les acheteurs qui est extrêmement élevé. Les directions achats sont de plus en plus stratégiques. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, ils sont sur le devant de la scène, ils sont dans l'actualité. Il y a des choses qui changent de absolument partout, tous les jours. Et ça rend le truc extrêmement excitant. Mais de quoi on a envie de nouveautés, on a envie de choses qui bougent. Alors là, ils sont servis, les directeurs achats. C'est clair. Mais tu mets pas, des fois, tu mets l'historique. Là, tu t'as pas mis l'historique. C'est la première fois qu'on pose la question. Ah, c'est la première fois que tu poses la question. Tout à fait. Et surtout parce qu'il y a tellement de vents contraires. Et effectivement, face au vent contraire, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que, alors, il se trouve que on connaît ensemble le Conseil national des achats, etc. et tout. Et enfin, j'avais pas l'impression dans les discussions que je pouvais avoir avec eux qu'ils étaient entourés de bonheur, de joie, etc. Donc, je donne le chiffre quand même. C'est sur les boîtes de moins de 10 salariés, c'est 92%. C'est ça. Il doit pas y avoir beaucoup d'acheteurs dans les boîtes de moins de 10 salariés quand même, ça dépend. Olivier. C'est le patron qui fait les achats ou c'est le directeur sous la... Ça dépend de votre métier. Si vous faites de l'achat-revente, d'accord. C'est du trading, genre, vous le faites. D'accord. Si votre part d'achat est très très élevée, vous pouvez avoir un responsable d'achat. Mais bon, je pense que c'est plus significatif. Au-dessus de 250 salariés, 82% des acheteurs. Au-dessus de 5000 salariés, 81% des acheteurs. Et c'est homogène, de dingue. quelle que soit la taille de l'entreprise, effectivement. Oui. Ouais. Donc, voilà, en fait, ils aiment la diversité, et l'adversité, plutôt, il y a effectivement plein de problèmes, et ils savent les affronter. Et c'est ça qui rend le sujet intéressant. Et puis, ça me permet quand même, donc là, toi, tu apportes ce chiffre, on verra, j'en aurai peut-être d'autres avec d'autres études sur d'autres secteurs, mais je trouve qu'on en fait beaucoup sur, je sais pas quoi, la grande démission, on fout plus rien au bureau, quiet quitting, ou je sais pas quoi, etc. et tout. On en fait des caisses, c'est des concepts marketing qu'on retrouve dans la presse. Est-ce qu'on a été vraiment regardé dans les entreprises comment ça se passe? Quand toi, tu vas regarder dans les entreprises, ces gars-là, ils sont pas dans la grande démission, dans le quiet quitting, dans voilà. Mais ceux qui restent sont contents de ce qu'ils font. Oui, mais c'est ceux-là c'est ceux-là qui bossent, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, alors, les grandes thématiques. Démarrons sur, incontestablement, les fournisseurs sont en position de force. Les fournisseurs sont en position de force. Aujourd'hui, clairement, les marchés sont en faveur des fournisseurs. Et on va un peu plus loin. On dit même qu'il y a de l'inflation opportuniste et qu'on est sur des fournisseurs qui sont là pour profiter, des fournisseurs profiteurs. Alors vous allez me dire, mais tous les fournisseurs sont peut-être dans cette attitude? Pas du tout. Il y a des fournisseurs, quand ils vous vendent un produit 100, ils vous disent, tiens, il y a 30% de matières premières, il y a 20% d'augmentation, donc le prix va passer à 106. Donc ça, c'est une attitude d'un fournisseur normal, respectueux. Un fournisseur profiteur, c'est celui qui dit, voilà, finalement, le prix, c'est 120, et puis c'est comme ça. Ça arrive de plus en plus. Alors, l'intérêt, pour refaire un lien au précédent sujet, c'est que les directions achats, elles sont remparts par rapport à ces problèmes-là. Et là, c'est le cœur du réacteur, comme tu dirais. C'est essentiel de pouvoir être le rempart.
On va remettre je voulais pas te couper pendant on va remettre le slide parce que là, tu vois, là, on a l'historique justement, c'est ça qui est intéressant. Et tu vois que c'est spectaculaire, quoi. Voilà, donc subissez-vous des relations déséquilibrées ou défavorables avec certains fournisseurs. Donc ceux qui répondent oui, ils étaient 39% en 2021, 49% en 2020. Ils sont 82% en 2022, 85% en 2023. Moi, je vais te dire, à la guerre comme à la guerre, Olivier, ils ont bien raison, les fournisseurs. C'est parce que après on va aller sur les pénuries, sur les tensions, etc. et tout. Et alors, comme on le disait tout à l'heure, business of business is business. À la guerre comme à la guerre. Et oui, c'est l'offre et la demande. Et effectivement, les marchés retournent. Mais c'est marrant parce que c'est les mêmes qui, il y a quelques années, demandaient des relations partenariales, des trucs livres ouverts, qui ne sont plus du tout là-dedans. Non, les acheteurs ont suffisamment fait. Ah, mais non, mais... Alors, tiens. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Oui, bien sûr. Sérieux. Bien sûr. Donc on va pas pleurer. Prenons l'industrie automobile. Tu peux pas pleurer contre l'économie de marché. Il y a l'offre et la demande. Ok, le marché s'est retourné. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, le discours des fournisseurs a changé. Mais on est d'accord. Alors, pardon, les acheteurs de l'industrie automobile, j'apprends, je sais, franchement, je travaille avec vous depuis de nombreuses années maintenant. Tout a changé, c'est plus comme avant, etc. et tout. Ouais, faut voir. N'empêche que ça a été une telle pression sur les fournisseurs pendant des années, qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que les gars rendent la monnaie de leurs pièces à l'industrie automobile. On est d'accord. Alors, moi, je vais te dire, je ne suis pas complètement d'accord. Je vais revenir. Si tu me dis que les industriels de l'automobile ont mis la pression d'un fournisseur, c'est vrai. Maintenant, on va le regarder différemment avec du recul. Est-ce qu'on n'a pas, nous, la France, des très beaux équipementiers de rang 1 qui ont une très belle place dans le monde entier? Eh bien, je pense que c'est grâce à la pression que leur a mis les constructeurs. On a du Valeo, on a du Forcia. Eh bien, non. Forvia, on dit maintenant. Du Forvia, tout à fait. Eh bien, en fait... Plasticomnium, attends, si tu ne me cites pas Plasticomnium, je vais avoir des problèmes. Tout simplement, eh bien, les clients vous permettent d'apprendre, vous permettent de progresser. Et tu as raison, ils ont été durs, mais quand tu as des clients... ils sont bons maintenant. Mais c'est une logique de jungle là que tu nous décris là, Olivier. Franchement, Dieu sait que je suis défenseur du système capitaliste, mais en gros, on va tous les lâcher dans la savane avec des crocodiles. Je peux vous assurer que les 3 qui survivront, ceux-là, ils seront costauds. Tu peux aussi avoir des relations, d'ailleurs, ce qui est en train de s'écrire maintenant, ce qu'on va décrire, un peu plus équilibrées avec tes fournisseurs. Ok, je suis d'accord avec toi. Il y a trois super boîtes qui en sont sorties. Mais en fait, ce serait vrai ce que tu racontes si tu pouvais changer aussi facilement que ça de fournisseur. Or, quand tu travailles avec un fournisseur, tu ne peux pas en changer du jour au lendemain. Dans la distribution, c'est possible. Dans la distribution, tu peux déréférencer un fournisseur du jour au lendemain. Dans l'automobile, c'est pas vrai. Celui qui équipe un véhicule à sa sortie, il l'équipera jusqu'à sa fin de vie, simplement parce que ça coûterait trop cher au constructeur. Donc, les relations... elles sont relativement durables. Rééquilibrées comme ça, oui, d'accord. Et aujourd'hui, les voitures, elles travaillent sur l'innovation. Ceux qui apportent des innovations, ils sont dans le véhicule, parce qu'ils ont besoin de se différencier. Donc, je ne dis pas que tous les acheteurs ont été roses, mais malgré tout, ils ont su former et adapter les marchés. Et on a besoin de feedback de la part du marché. On a besoin d'être s'aligner par rapport au marché. Donc, les fournisseurs gardent la main, parce que aussi... le sujet des pénuries reste un sujet présent là, au début de cette année 2023. Le sujet des pénuries reste un gros sujet présent. On est à 59% des directions achats qui disent qu'il y aura des pénuries dans les fournitures cruciales, mais on est quand même à 9 points de moins que l'année dernière. C'est vrai. Donc le ciel, il est sombre, mais il s'améliore. Juste où est-ce qu'il s'améliore? Il y a un an, quand on s'est vu par exemple, eh bien, le transport maritime, c'était une horreur. Maintenant, il y a de la disponibilité, les prix sont revenus. Si on prend un exemple de l'énergie, le gaz, les prix du gaz sont revenus à avant Ukraine, pas avant Covid. Donc, il y a quelques endroits où ça s'améliore. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans un système de pénurie et d'inflation qui reste très forte. Alors, le gaz, ça t'amène aussi à l'énergie. Donc, le gaz, le problème, c'est qu'il y a assez peu d'acheteurs qui achètent directement du gaz. Ils achètent de l'énergie et les prix de l'énergie, ils restent durablement élevés. Ça m'a beaucoup intéressé parce que ça veut dire que le monde change. D'après ce que j'ai compris de ton étude, les directions achats sont en train aujourd'hui de former des gars spécialistes du trading d'énergie. Alors, oui, mais ça va au-delà de tout ça. Vas-y. Sur l'énergie, il y a 2 choses. L'énergie, c'est une consommation très particulière. Si vous achetez des matières premières, si vous achetez, des ordinateurs, il y a un bon de commande. L'électricité,
Il n'y a pas de bon de commande. Non. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, il y avait un montant, mais qu'on voyait a posteriori. Exactement. Et donc, en fait, la consommation d'énergie... Souvent robotisé et automatisé d'ailleurs. C'était le genre de facture qu'on automatise et qu'on robotise. Voilà. Personne ne les voit. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit l'énergie. Les prix ont augmenté. On se dit, mais en fait, on la dépense n'importe comment, notre énergie. Par exemple, un grand classique, surtout une machine, on ne l'éteint pas la nuit ou quand elle ne fonctionne pas. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer quand elle va redémarrer. C'est fini, ça. Les machines, si on pense qu'on peut l'éteindre et qu'elle redémarre suffisamment vite, eh bien on fait le trade-off. Un peu comme tout ce qui est lumineux et tout ce qu'on peut utiliser. On change l'organisation, on change la façon de réfléchir l'énergie et de la consommer. Oui, mais ça, c'est pas le boulot des acheteurs, ça, Olivier. C'est le boulot des directeurs opérationnels, des directeurs des opérations. Ils font partie du système. Grosso modo, la direction achat regarde la consommation. Ouais. Si on pouvait consommer moins. Ouais. Et d'ailleurs, dans les fameux coûts total d'acquisition qu'on utilise, entre deux produits, deux machines, celle qui consomme le plus, c'est un prix final. D'accord, je comprends. Effectivement, à l'achat, ok. Et donc, dans l'organisation... Donc, à l'achat, non, ce que tu viens de nous dire, c'est à l'achat, la machine qui peut s'arrêter, bah oui. tout à coup va prendre une valeur bien supérieure à la machine qu'il est compliqué d'arrêter. Tout à fait. Comme monsieur et madame tout le monde, quand ils vont choisir une voiture. Ouais. Quelle est la voiture qui consomme le plus et le moins, puis on y réfléchit là-dedans. Mais l'énergie, c'est intéressant. L'énergie, c'est un critère extrêmement fort de maturité d'une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'étude, on explique qu'il y a 2/3 des entreprises qui ont acheté leur énergie à l'avance, qui sont couvertes pour 2023. Ouais. Donc ça veut dire qu'au 1er janvier 2023, les entreprises performantes n'ont pas découvert le prix de l'énergie, elles le connaissaient dans leur budget depuis 6 mois. Celles qui n'ont pas fait ce travail, là, elles sont mal. Il y a 1/3 des entreprises qui n'ont pas acheté leur énergie à l'avance. J'en sais rien, Olivier. Et si tu as signé les contrats cet été, il vaut mieux les signer maintenant. Ouais, mais il y a un exemple récent. On a William Sorin et Garbit qui arrêtent leurs usines en grande partie parce qu'il y a un coût de l'énergie. Et là, en l'occurrence, ceux qui n'ont pas anticipé... J'aimerais aller voir le compte d'exploitation pour être sûr que c'est ça le sujet, mais enfin bon, on va faire mon apparenthèse. En tout cas, il y a des entreprises... Mais en fait, les entreprises qui n'ont pas anticipé, et qui n'ont pas anticipé en général, c'est les petites entreprises. Les boulangers, leur problème, c'est pas le coût de l'énergie, c'est qu'ils n'ont pas pu l'anticiper et se couvrir avant. Les restaurateurs, c'est la même chose. Donc l'énergie, il y a une très très grande disparité de risques suivant la taille de l'entreprise. Plus vous êtes gros, mieux vous avez géré. Plus vous êtes petit, moins vous avez géré. Mais quand même, et ça évidemment dans les grosses boîtes, j'ai bien vu dans ton étude, des directions achats qui aujourd'hui sont en train de soit prendre dans leurs équipes, soit former des spécialistes énergie. Voilà, et donc oui, je vais dans ton sens, des spécialistes énergie pour l'acheter, mais aussi pour la consommer. Mais évidemment. Mettre tous les rouages de ce qui était un espèce de robinet qui partit comme ça et qu'on ne contrôlait pas. Non, et puis en plus, ce monde de l'énergie est en transformation totale. Il y a aujourd'hui énormément de systèmes, notamment avec les énergies renouvelables, les PPA, etc., qui sont des systèmes complexes. Et donc, oui, il y a besoin de traders d'énergie, je vais le dire comme ça, dans les directions achats des grandes boîtes aujourd'hui, incontestablement. C'est quasiment un job de financier d'ailleurs. C'est quasiment un job de financier, mais c'est aussi un job d'ingénieur, parce qu'il faut comprendre comment ça marche, tu sais. C'est ça, complexe. C'est pas simple du tout. Je crois que le prix de l'électricité, sur l'ensemble des business auxquels tu peux t'intéresser quand tu t'intéresses à l'économie, est le sujet le plus complexe, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le sujet le plus complexe. Alors, un truc avec lequel... un truc auquel j'ai jamais cru, et il va bien falloir que je mange mon chapeau, c'est la relocalisation. J'ai été te chercher, ça fait des années que je vais te chercher en disant « Mais arrête, Olivier, avec ces histoires de relocalisation, c'est pas vrai, ça marche pas, etc. » Là, on va voir le graphe. Là, j'avoue, c'est spectaculaire. Et puis là aussi, comme tu nous donnes l'historique, donc vous le voyez, en 2020, c'était quoi ? C'était 16% des directions achats qui disaient que oui, les crises allaient les pousser à relocaliser. 2020, et bien maintenant, en 2023, c'est 49%. Ça, c'est très spectaculaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, les doutes, ils te venaient d'une raison tout à fait louable, c'est que c'était une volonté politique. Donc la volonté politique, on se dit, dans l'économie, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises relocalisent ? Elles relocalisent pour sécuriser leur approvisionnement, et elles relocalisent pour des questions de RSE. Donc c'est ces deux points qui sont forts. Les problèmes de coûts vont très 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 loin. Tout à fait. C'est assez intéressant. Il y a un nouveau concept qui est arrivé, qui s'appelle le friend shoring. Friend comme ami, et shoring pour acheter. Avant, on connaissait l'offshoring, acheter loin, le nearshoring, donc souvent c'était l'Asie, le nearshoring, acheter dans les pays de l'Est, et maintenant on trouve un concept de friendshoring. Friendshoring, c'est de se dire qu'on va acheter dans un pays qui va être stable, qui va être fiable.
Ce concept, on a entendu le Trésor américain qui en a parlé depuis septembre. Et on voit qu'il se développe. On est en train de dire quoi? On est en train de dire il faut sécuriser. Là, il faut être sûr d'avoir le produit. Et ça, c'est une nouveauté. Je vais juste aller un peu plus loin. Attention, non, mais c'est super intéressant, parce qu'attention, cette nouveauté n'est pas forcément compatible. Tu sais, les deux régimes politiques les plus stables du monde, c'est le Canada et l'Australie. C'est pas forcément compatible avec les objectifs CO2. Hein. S'il faut que tu ailles acheter au Canada et en Australie, mais j'imagine que, par exemple, nous, on parle de l'Europe. C'est ça le sujet, en fait. Pas que. On voit, par exemple, un pays comme l'Inde qui tire bien son épingle du jeu. Et donc on fait le pari de la stabilité de l'Inde. Ah ben oui, c'est un exemple, c'est pas le seul. D'accord. Mais on va aller vers des pays qui vont être amis et surtout stables. L'Inde a plein d'avantages au niveau business, et donc on va chercher des pays qui vont être stables ou des endroits qui vont être stables. Et c'est pas neutre. C'est une nouvelle façon d'aborder le sujet. Ok, mais la relocalisation, l'Inde, c'est pas une relocalisation. Donc la relocalisation, c'est encore un autre sujet, Olivier. Mais justement, je voulais illustrer le propos du friendshoring, qui est de dire ce sujet-là, on va plus prendre en compte uniquement la distance, on va prendre en compte le risque qui est derrière, et donc le niveau d'amitié, de friendshoring avec les fournisseurs. Donc, comme tu dis, relocalisation, la première quand même motivation, c'est la sécurisation des flux. Voilà. Deuxième objectif, la RSE. Sachant que, parce qu'on n'a pas le temps de voir évidemment tous les aspects, une large majorité aujourd'hui des acheteurs ont dans leurs objectifs des indicateurs RSE. C'est-à-dire la RSE aujourd'hui rentre, c'est 70% je crois, des directions achats, des acheteurs, qui ont des objectifs RSE, on va dire ça comme ça, dans leurs objectifs et donc dans leurs bonus. Et en tête de chapitre, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est le sujet RSE que poussent les directions achats très fortement. Il reste 2 minutes, ce qu'on a dit au départ, ce avec quoi on commençait, 82% des directions achats pensent qu'ils ont renforcé leur position au sein de l'entreprise. C'est ça, oui, c'est-à-dire que les sujets achats, avec tous les risques qu'on a, sont en tête de chapitre. On regarde le passé, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine. Je comprends pour que les gilets jaunes, en quoi ça concerne les directions achats, les gilets jaunes? Ça a bloqué des routes, ça a bloqué des usines. Ouais. Et vous savez quoi? Là, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a des grèves. On sait qu'on va avoir des grèves. Oui, mais ça, on sait gérer. Ça, en France, on a l'habitude. Enfin, ça fait... On sait gérer. On est en train de dire que, par exemple, les directions achats gèrent de mieux en mieux les risques. Et là, je peux vous dire que beaucoup, aujourd'hui, sont sur le problème des risques qu'on va avoir avec les grèves qui vont arriver. Sans doute des problèmes d'approvisionnement en pétrole, par exemple, en pétrole en interne. Et tous ces risques-là, ils sont en train d'être mappés pour être traités. Et c'est un vrai sujet. Ça veut dire que les déclarations des leaders syndicaux génèrent une augmentation des stocks de sécurité, soit en France, soit pour les gens qui achètent en France, immédiatement. Parce qu'on se dit, il y a un risque, on se prémunit, on rajoute les stocks de sécurité. Donc, étonnamment, peut-être que les leaders syndicaux gèrent du business supplémentaire à court terme, ce qui n'était pas prévu comme ça, mais pour sécuriser. Mais c'est marrant, c'est un commerciaux qui m'a dit ça hier. Il m'a dit, tu sais Stéphane, tous les commerciaux sont en train de faire le plein là, en ce moment. Hein, et voilà, et tous les acheteurs sont en train de faire le plein, en train de remplir les cuves, ou même pour pas être pris au dépourvu. Tout simplement, si vous êtes un patron de boîte en France et que vous avez des clients partout dans le monde, qui fait bien son boulot, vous regardez qu'il y a des risques. Vos clients se disent, tiens, il y a un risque, donc je vais augmenter les achats. Ah oui, c'est ça. Et si tu es patron de boîte en France, tu es en train d'expédier ou de créer des stocks justement dans des pays, dans du nearshoring, dans du friendshoring. Voilà, créer des stocks ailleurs. Merci Olivier. Merci Stéphane, et on peut retrouver l'étude sur notre site web, évidemment. Évidemment, et en partenariat avec le Conseil national des achats d'ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Bismart. Et demain, évidemment, Aurélie Planex qui sera là. Et puis nous, on se retrouve lundi.